c'est une histoire de déchirement et une histoire de particularité, de spécificité, de contradiction. Comme je viens de donner l'exemple de traducteur kleptomane, c'est-à-dire que le vice doit être remplacé par une vertu supposée, une vertu dans le sens thématique, c'est-à-dire ou très psychologique. Comment dans le récit, on veut passer d'un état à une transformation de soi, donc à un autre état. Et la chose ne va pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que on ne se quitte pas ce qu'on est. Donc il y a une cristallisation autour des personnages, de tous les personnages dans ces nouvelles-là, par une centralité et par une force qui appartient à l'histoire, qui appartient au personnage et qui appartient au thème. Ce thème, c'est le ressort de dramatisation, c'est-à-dire que chaque fois, il y a quelque chose qui est de l'ordre des épreuves, qui montre une personne dans un parcours, et là, ça fait partie essentiellement, ou plutôt banalement, de toute la logique du récit. C'est-à-dire les possibles narratifs, c'est la possibilité de développer à un moment avec des transformations qui sont nécessaires pour passer d'un état à l'autre. C'est le cas des contes, c'est le cas des romans. Chaque personnage dans un roman, dans une nouvelle, dans un récit, passe d'un état à l'autre. Ce que le personnage représente au début, c'est pas ce qu'il représente à la fin. Ça va de soi. Donc, c'est une évidence. Mais ce qui m'intéresse, c'est que il y a aussi la manipulation. Dans beaucoup de ces nouvelles, il y a la manipulation par une tierce personne. Comment l'enfant tatoué par Picasso va être manipulé par ses parents. Comment celui qui cherche l'innocence va être manipulé par une dame, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je ne veux pas analyser en détail, ce qui m'intéresse, c'est certains faits ou certains moments où on voit les ressemblances entre les nouvelles. Le reste, vous allez l'avoir sur la plateforme, sinon vous l'avez certainement déjà photocopié puisqu'elle a été déposée depuis 2 semaines, ou un peu plus. Bref, il y a ce qui caractérise ces nouvelles, c'est la valeur et la contre-valeur. Il y a toujours une valeur souhaitée, idéalisée peut-être, et une contre-valeur qui est de l'ordre du réalisme, du retour à quelque chose. Par exemple, la kleptomanie, le règne du faux, la fausseté, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Le monde est faux. Même aujourd'hui, avec ce que nous vivons, avec la pandémie du virus, en Europe, on vient d'apprendre qu'il y a dans le marché des médicaments de faux médicaments qui circulent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des personnes qui sont dans l'exploitation de la faiblesse humaine, l'exploitation des situations. La fausseté, ne peut pas disparaître par magie, parce qu'on le veut, parce qu'on a changé de continent, comme le personnage. La fausseté va être là. On la laisse derrière soi, on peut la rencontrer devant soi. Le détournement des valeurs sociales de l'art, avec le Minotaure, pour Funès, l'obsession des détails, et ainsi de suite. Bref, tout ça crée un ressort dramatique qui permet de voir dans ces nouvelles des qualités qu'on n'a pas vues dans les premières nouvelles qu'on a étudiées. C'est-à-dire avec Maupassant et avec d'autres. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre beaucoup d'ironie, beaucoup de burlesque, et en même temps quelque chose qui est, à mon avis, très important, que je vais résumer en 3 points. Le ressort dramatique, n'est-ce pas? L'allégorique, et l'aspect thématique. Alors, l'aspect thématique, ça veut dire quoi? Comme je viens de dire, c'est pas simplement le contenu d'une histoire. C'est pas simplement une situation psychologique des personnages. C'est quelque chose qui vient avec le récit. C'est-à-dire que le narrateur, quand il raconte ses histoires, il raconte pas de simples histoires, parce qu'on peut raconter une histoire à quelqu'un qui est dans un café,
il voit les gens passer, il voit quelqu'un qui lui rappelle quelqu'un, il le dit, il tombe dans sa mémoire, il retrouve sa mémoire, quelques souvenirs, et puis c'est fini. Ici, ça c'est un contenu diégétique, c'est-à-dire on raconte quelque chose. Mais là, quand je parle de thème, c'est un déroulement, oui, ce sont des interrogations sur l'innocence, sur l'art, sur l'authenticité, sur l'aliénation moderne. C'est-à-dire que c'est pas comme on l'a dit avec la littérature à thèse, qui développe des situations humaines pour montrer un peu, etc. Non, chez Corneille, chez Racine, chez Proust, etc., il y a des contenus narratifs, mais il y a des choses qui s'imposent. Ce qui s'impose chez Proust, c'est tout le rapport avec le temps, avec la mémoire, le rapport avec l'écriture. Il y a, ce ne sont pas simplement des contenus, mais ce sont des forces, des forces qui sont comme non pas des axiomes, des hypothèses, mais peut-être des hypothèses du monde. C'est-à-dire comment parler de certaines choses. C'est toujours à partir d'une histoire. Ça, c'est le côté thématique. Il y a le ressort dramatique. Le ressort dramatique, c'est que avec la nouvelle, il y a des déroulements et en même temps, il y a une manière de faire que le déroulement arrive à surprendre. Il y a un décalage. Il y a une sorte de question qui se pose pour finir dans un saisissement. Le personnage est saisi, comme dans l'histoire d'innocence, comme dans Le Faux, etc., mais aussi le lecteur est saisi. Alors, troisième point, les nouvelles sont allégoriques et ça se rapproche du premier point thématique. Pourquoi allégorique? Parce qu'il y a une exemplarité. On sent qu'il y a là quelque chose qui n'est pas simplement un vécu de personnage psychologique ou autre, un déroulement de la vie ou du vécu, mais il y a quelque chose qui oriente les surfaces événementielles, qui les oriente. Pourquoi? Parce que, comme dans les contes, l'autre jour j'ai lu un conte rapporté par Abdeslam Ben Ali, le philosophe traducteur marocain. C'est l'histoire de la vérité et du mensonge. Comment, un jour, je ne me rappelle pas de la totalité du conte, la vérité et le mensonge ont décidé à la fin de se déshabiller peut-être pour se baigner, je ne me rappelle plus, hein, je l'ai lu comme ça. Mais seulement en partant, le mensonge a pris les habits de la vérité. Ça lui convenait. Il est parti. La vérité a voulu prendre, il ne reste que les habits du mensonge. Les mettre, mais il n'a pas voulu parce que ça ne lui convenait pas. Il est resté nu. C'est pour ça qu'on dit que la vérité est souvent nue. Ce conte est particulier dans le sens où à la fois il établit une morale qui est connue depuis les Grecs, la sagesse des Grecs, depuis Diogène, et depuis ce que Foucault a retravaillé avec les Grecs, ce que les Grecs appelaient la parésia, c'est-à-dire le parler vrai. Ça, on le retrouve chez les moralistes français, surtout chez Chamfort, fin 18e, etc. Mais ce sont des morales, mais la morale toute seule n'est pas intéressante. Il faut qu'elle soit habillée, pour utiliser le terme, habillée d'une narration qui permet de créer des situations, des interprétations, des orientations. C'est-à-dire qu'il y a le général et le particulier. L'un n'est pas séparable de l'autre. Parce que, finalement, la littérature, on peut la résumer avec quelques verbes. C'est Barthes qui disait ça. Il disait que les histoires, c'est quoi? C'est aimer, ne pas aimer, partir, revenir. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes prédicats qui fonctionnent dans la geste humaine. Je dis la geste humaine, c'est-à-dire tout le récit fondateur des histoires. Mais seulement, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a des formes imagées de l'idée. Il y a des surprises. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut avoir deux types d'interprétation. Une interprétation directe et une interprétation indirecte. L'interprétation directe, c'est quoi? C'est que, comme par exemple dans Homme avec Minotaure.
La critique est faite par le personnage même de la prédation autour de l'art, c'est clair. Dans Funès, c'est la mémoire de Borges, c'est-à-dire la nécessité de l'oubli. On ne peut pas engranger tous les détails du monde. L'esprit ne peut pas accepter de recevoir la totalité des choses, d'où l'importance de l'oubli. Deux exemples comme ça. Deux exemples pour l'interprétation directe. J'ai soif d'innocence, par exemple. La fin de la nouvelle était étonnante, c'est un retour au point de départ. C'est-à-dire que le récit se mord la queue, l'histoire du personnage finit par le début, et même la nouvelle Le Faux, c'est la même chose, parce que c'est un conflit entre le vrai, le faux plutôt, et l'authentique. Un vrai tableau, un faux tableau, une fausse femme, une vraie femme, parce qu'il s'agit d'un personnage, femme, qui a fait une chirurgie, une opération esthétique, qui a transformé son visage, etc. Ça, il faut lire la nouvelle, parce qu'elle est très agréable à lire. Et puis la dernière nouvelle, par exemple, L'écrivain et la mort, c'est le modèle abstrait de l'écriture. On a toujours un idéal, etc. Comment ? Ça, c'est une interprétation indirecte, dans le sens où c'est quelque chose qu'on établit soi-même comme lecteur, après avoir lu la nouvelle, on sort avec cette idée-là. Alors que dans certaines nouvelles, on voit l'idée se dessiner dans la narration elle-même. Mais seulement, ce qui est bien dans ces nouvelles, c'est que les idées ne sont pas martelées comme des morales, comme des correctes attitudes, comme des attitudes correctes, comme l'éloge du bien. Ils sont attractives, ces nouvelles, parce qu'il y a de l'humour, il y a de la légèreté, mais la morale n'est pas imposante, n'est pas lourde, n'est pas pesante. Elle glisse entre les mots. Et c'est plus une morale. Ça devient une idée développée narrativement, ce qui est encore plus intéressant. Et ces nouvelles sont parfois ambiguës, mais pas tout à fait ambiguës, dans le sens où ils ne sont pas doctrinaires ni doctrinales, mais il y a une sorte de lutte, du retour, pas du manichéisme, mais de la dualité, c'est-à-dire l'affrontement entre les choses, entre l'écriture et l'amour, entre l'innocence et l'imposture, etc. Cet humour est important parce que, et donc les nouvelles que je ne vais pas aborder avec vous aujourd'hui, qui sont dans le corpus que vous allez recevoir, que vous avez déjà reçu, il y a l'humour qui est chaque fois un peu ironique, c'est-à-dire, voilà ce qui arrive à des personnages dans le monde, et ça nous arrive incroyablement d'ailleurs. La soif de l'innocence, c'est quelque chose qui nous arrive. On a été escroqué dans la vie, on a été trompé, on a été, etc. Ce sont des leurres, nous sommes dans des leurres, hein, la chose qui lésionne, qui trompe. Et que parfois, le désir peut être une source de déception. Il est toujours peut-être une source de déception, mais il l'est ici parce que ça permet d'abord de raconter des histoires, de faire des nouvelles, mais en même temps de concilier l'existence à la conscience, c'est-à-dire l'existence comme une sorte de fait fragmenté, disséminé dans la vie, et la conscience comme le regard que nous posons sur les choses, comme dans l'homme au Minotaure, comment à la fin il va se libérer de son propre corps qui est marqué par les autres et qui va devenir un objet de distanciation, de distance. Voilà un peu la lecture transversale de ces nouvelles, une lecture, comment dirais-je, sans appuyer, sans trop appuyer sur les choses. Vous allez lire cela attentivement de votre côté. Mais ce qui m'intéresse dans ça, c'est que la nouvelle est toujours une question d'inventivité. Il y a quelque chose qui est là,
qui est premier avant la narration. C'est pas forcément le thème, mais c'est l'idée de quelque chose. Raconter. Là, je suis en train de lire un roman de Molina, un roman espagnol de Molina, qui s'appelle Le vent de la lune, où il est question d'un personnage, je l'ai commencé ce matin, il est question d'un personnage qui est obsédé par le voyage sur la lune. Les premières pages, il décrit un cosmonaute dans ses gestes, et puis après il va parler de lui comme corps pesant, qui n'est pas du tout aérien, etc. C'est une idée de roman. C'est difficile d'avoir des idées de roman. On peut facilement avoir des histoires à raconter. Mais les idées de roman, les idées de nouvelles, c'est quelque chose de particulier. Alors, pour finir sur deux petites choses pratiques, la première, c'est, vous allez recevoir par le biais de l'étudiante Zineb, un autre commentaire que je vais faire d'une nouvelle de Quéléto, qui s'appelle Le jeune homme et le mannequin. Je vais analyser la fin de la nouvelle, l'épilogue de la nouvelle, non pas comme modèle de lecture, mais voir un peu, pour vous inciter à, non pas imiter ça, non, loin de moi cette idée, mais vous permettre de voir comment on peut parler d'un fragment de la nouvelle à partir de la totalité de la nouvelle. Et pour vous donner aussi de l'espérance dans la lecture et dans le travail. Dernière chose pratique, c'est j'ai fait, à la demande de certains étudiantes, un choix de nouvelles qui vont être considérées à l'examen, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, si je donnais beaucoup de nouvelles, c'est tout simplement pour la lecture. C'est très important de les lire dans leur totalité, l'une après l'autre. Mais celle qui va être considérée à l'examen, je vais les mentionner l'une après l'autre. Il y aura La nuit de Maupassant, Bartleby de Hermanville. Il y a certains qu'on a vus, il y a d'autres qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas abordés dans le cours. Troisième nouvelle, Pas doué pour le chagrin de Régis Geoffrey. Quatrième nouvelle, Le cas de Buzzati. Cinquième nouvelle, Le message du pardon de Quéléto. Sixième nouvelle, Le jeune homme et la femme, pas le mannequin, la femme. Septième nouvelle, Le premier amour est toujours le dernier de Tarl Benjelloun. Huitième nouvelle, J'ai soif d'innocence de Gary. Neuvième nouvelle, Homme avec Minotaure de Henri Kesserna. Dixième nouvelle, Les prunes de Abdelkader Jamei, qui est une nouvelle superbe, très ironique, très, très forte contre le terrorisme, mais bon. La 11e nouvelle, c'est La rencontre de Borges. 12e nouvelle, Les rêves de l'imagier de Ahmed Safraoui. La 13e nouvelle et dernière, L'étrange affaire du pantalon de Dessouky de Fouad Laroui. Vous lisez la totalité des nouvelles, mais vous travaillez ici. Vous travaillez comment? En essayant de voir, à partir de tous les commentaires, des lectures que j'ai faites avec vous pendant ces mois-ci, voir un peu comment fonctionne une nouvelle à partir des ressorts dramatiques, à partir de l'allégorie, ou à partir de certaines images. Je n'ai pas beaucoup travaillé sur le style des nouvelles, mais ça, parmi vous, il y a des gens qui sont capables de le faire, qu'ils le fassent pendant le commentaire de l'examen. Parce que ce qui est important, c'est la pertinence du propos, la qualité de la langue et de l'expression, et en même temps, ce que Barthes appelle le réflexe structural. C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous avez un texte devant vous, vous savez que ce qui s'y passe. Vous savez qu'il y a quelque chose. Ça, c'est important. Il ne faut pas prendre la nouvelle et dire c'est raconter des choses. Non, prendre le temps, situer le texte, le travailler et faire ressortir la chose qui vous paraît la plus importante, tout en essayant de l'ouvrir sur la totalité de la nouvelle. Comme je vais le faire dans une semaine, je vais vous l'envoyer avec la nouvelle de Quéléto. Je vous souhaite de bonnes choses et bonne distanciation pour le moment et peut-être après le retour de la proximité humaine. Merci.